Est-ce que je vais, quoi qu'il arrive, retrouver mon corps d'avant, ce qui n'était pas possible? Est-ce que je courrais pas après un idéal? Et finalement, dans l'anticipation, j'ai essayé de me dire que j'allais accepter mon corps tel qu'il était. Ah, déjà dès le départ. Ah oui, et je pense que c'est ça qui a influencé le choix que j'ai pu faire derrière. On a une session de débrief, j'appelle ça, où là, on reprend les différents points. Et déjà, on voit qu'il y a eu une première digestion des informations et les questions à cette deuxième consultation seront complètement différentes. Dans les 70% de femmes qui sont non reconstruites, eh bien les femmes qui passent par un fini-plat sont englobées dans cette statistique et la démarche psychologique est vraiment différente. Et le tatouage n'a pas vocation de cacher ces cicatrices parce qu'elles font partie de moi et de mon parcours. Elles ont plus tendance à les sublimer et à me faire accepter le reflet que je peux avoir dans le miroir quand je me dénude. Bien sûr, la patiente peut changer d'avis à tout moment. Et nous, en tant que chirurgien, on est là pour l'accompagner, quel que soit son choix. Et c'est important qu'elle puisse savoir qu'elle peut changer d'avis. Aujourd'hui, dans le cinéma, dans les arts, dans la publicité, on ne voit pas ce type de physique. La non-reconstruction ou la reconstruction à plat ne dispense pas les femmes d'une réappropriation du corps et de leur féminité. On est bien d'accord, hein ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode sur la reconstruction mammaire. Nous allons parler de la reconstruction à plat et de la non-reconstruction après une mastectomie et même faire la distinction entre les deux. Et c'est super intéressant d'entendre le point de vue de Caroline, la patiente, et le point de vue de Jenny, la chirurgienne. C'est pas tout à fait la même chose. Caroline prendra le temps de nous expliquer tout son parcours et tout son cheminement psychologique aussi, qui l'ont mené à être à plat des deux côtés et d'avoir terminé tout ce processus de reconstruction par un magnifique tatouage qui recouvre tout son torse, le point final de sa reconstruction. Elle nous dit aussi avec beaucoup d'authenticité que même si c'est son choix et qu'il est tout à fait assumé, ce n'est pas facile tous les jours. Elle est encore en chemin et ce n'est pas parce qu'on est à plat que la reconstruction psychique est plus simple et finalement c'est valable pour tout le monde, volume ou pas volume après une mastectomie, il y a tout un travail de réappropriation du corps à faire. Caroline nous parle des remarques auxquelles elle peut être confrontée sans aucune colère, mais en expliquant justement que, effectivement, comme ce n'est pas la norme d'être à plat, et c'est peu représenté dans notre société, les remarques peuvent parfois secouer et blesser. Heureusement, les mentalités évoluent. Jenny prend le temps de nous expliquer comment elle fait avec ses patientes, tout ce qu'elle leur propose, et elle nous parle de ce débrief si important, parce qu'il y a tant de nouvelles à digérer au début, quand ce coup de tonnerre vient frapper dans ce ciel serein. Elle nous met en garde contre cette notion d'urgence induite par les médecins et aussi ressentie par les patientes. On a le temps de se poser, et Krishna nous l'explique bien dans des autres podcasts, il y a rarement une urgence chirurgicale, donc prenez le temps de poser toutes vos questions et d'éventuellement rencontrer plusieurs chirurgiens. Il est évident que quand on doit commencer par la mastectomie et qu'on vient de se prendre le diagnostic, toutes les femmes n'ont pas une idée claire et précise de ce qu'elles veulent ou pas, reconstruction ou pas. Jenny insiste sur le fait que le choix n'est pas définitif. Une patiente peut vouloir rester à plat et décider des mois, voire des années après, de reconstruire un volume. Et Caro nous raconte l'histoire d'une patiente qui voulait absolument reconstruire et qui finalement a changé d'avis et était ravie de rester à plat. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que c'est un choix que nous faisons pour nous. Pas pour faire plaisir au chirurgien, pas pour faire plaisir au conjoint, pas pour faire plaisir à son ou à sa partenaire, pas pour répondre aux pressions quelconques de l'environnement. C'est un choix personnel avant tout. Qu'est-ce qui définit une femme ? C'est aussi une question très personnelle. Certaines femmes ne peuvent pas concevoir d'être à plat,
D'autres, en revanche, assument pleinement ce choix. Il n'y en a pas une qui a plus raison que l'autre. Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. C'est extrêmement personnel et il est important que toutes les patientes puissent faire librement le choix de la reconstruction ou non. Je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast vous est rendu possible grâce au généreux soutien de GC Aesthetics. GC Aesthetics accompagne les femmes depuis plus de 40 ans dans leur chirurgie mammaire en fournissant aux chirurgiens les produits et solutions qui servent notamment à les reconstruire. Bonjour Caroline. Bonjour Delphine. Bonjour Jenny. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois de témoigner ce soir, un vendredi soir. À quelle heure ? 19h ? C'est quand même après une longue journée de consultation pour toi. Tout à fait. Bloc opératoire aussi ? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais cette semaine a été chargée, mais c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, je vais vous demander à toutes les deux de vous présenter. Ok, donc moi je m'appelle Caroline, j'ai 43 ans, mais avec un compteur qui est bloqué à 28. Maman d'une petite fille, mariée, très heureuse dans les engagements que je peux avoir aujourd'hui dans différentes associations, en pleine reconversion professionnelle et je sens que je suis à ma juste place maintenant. Tu peux nous dire un petit peu, donc patiente partenaire. Donc patiente partenaire, j'accompagne des patientes dans des lieux de soins et des associations de soins de support. J'œuvre pour Maquille mon crâne, qui est notre bébé association depuis l'année dernière, pour sensibiliser sur l'alopécie, qu'elle soit universelle ou temporaire à cause des traitements. Je fais aussi de la plongée et on essaye de faire bénéficier des bienfaits de la plongée auprès des patients comme soins de support. Je suis ambassadrice Jeune et Rose, donc voilà, je fais aussi de la prévention et de la sensibilisation avec l'apprentissage des gestes de l'auto-examen. Enfin voilà, on pourrait en parler encore, il y a encore plein de choses derrière, mais voilà, je suis très heureuse de toutes les actions que je peux mener au quotidien. Jenny, à toi ? Bien, je m'appelle Jenny-Claude Milochaud, j'ai 38 ans, je travaille à l'Institut du Saint-Paris. Je suis chirurgienne scénologue par passion, donc je traite le cancer du sein et je m'occupe de la reconstruction mammaire. Alors moi, je vais commencer par lire une citation, je ne sais plus très bien où je l'ai trouvée, et voilà, qui va introduire le podcast. Après une chirurgie, parfois une chimiothérapie, une radiothérapie et ou une hormonothérapie, j'ai juste envie qu'on laisse mon corps en paix. Il a été suffisamment meurtri, violenté, examiné, malmené, ça suffit. Au début, je pensais que ce ne serait pas possible sans, mais petit à petit, je me suis habituée à ce nouveau corps, j'ai appris à l'aimer, il m'émeut. J'ai recommencé à pouvoir le toucher, le masser avec bienveillance. Alors pourquoi m'imposer 2, 3, voire plus interventions chirurgicales, hospitalisation, douleur, cicatrisation, etc. Et puis, mon partenaire s'en fiche. Bien sûr, il préférait me voir entière, mais le principal pour lui, c'est que je sois en vie et en bonne santé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de cette phrase ? C'est un peu le cheminement d'anticipation que j'ai pu avoir quand on a commencé à parler de reconstruction avec ma chirurgienne, puisque quand elle m'a évoqué toutes les méthodes, et qu'à l'époque j'étais Amazon, j'avais encore un sein qui était là, elle m'avait expliqué qu'il y avait potentiellement, quelle que soit la méthode qu'on allait choisir, plusieurs opérations. Et je me suis demandé du coup, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que je vais, quoi qu'il arrive, retrouver mon corps d'avant, ce qui n'était pas possible ? Est-ce que je courrais pas après un idéal ? Et finalement, dans l'anticipation, j'ai essayé de me dire que j'allais accepter mon corps tel qu'il était. Ah, déjà dès le départ ? Ah oui, et je pense que c'est ça qui a influencé le choix que j'ai pu faire derrière. Ok. Je pense qu'effectivement, il faut préparer les patientes en consultation quand on retient l'indication de mastectomie. J'évoque la mastectomie sans reconstruction, en tout cas pas en termes de volume, mais nous on fait autant que possible la reconstruction à plat dans le même temps que la mastectomie, et on évoque la reconstruction mammaire avec les différents modes, et bien sûr ce que ça va engendrer, différentes chirurgies, plusieurs temps opératoires, et il faut évaluer la motivation de la patiente et voir comment elle se voit elle dans le futur, est-ce qu'elle est prête à faire, est-ce qu'elle veut. Et dans tous les cas, même en cas de reconstruction, ne pas courir après un sein qu'on ne pourra jamais parfaitement retrouver. Il faut faire en partie le deuil de son sein naturel. On pourra reconstruire effectivement
des seins jolis, des seins que certaines femmes vont trouver indispensables à leur vie intime, personnelle, sociale. Mais en tout cas, il ne faut pas courir après un rêve parce qu'elle sera un idéal, parce qu'elles seront toujours déçues, je pense, si c'est ça l'objectif. J'ai une question pour toi, Jenny. Je prends le cas de femmes qui doivent commencer par la mastectomie, donc commencer par la chirurgie avant les traitements lourds. C'est vrai que quand on a les traitements lourds, d'abord, on a le temps de penser à toute cette reconstruction. Et donc voilà, on se prend la nouvelle du cancer. On ne sait pas ce qu'on veut à ce moment-là. On ne sait pas si on veut reconstruire, quelle méthode, si on veut pas reconstruire, si on veut être à plat. C'est déjà tellement de se prendre le choc de l'annonce et peut-être même bien le choc de traitement lourd que c'est un petit peu compliqué. Et alors, j'aimerais que tu nous parles de cette sensation, de ce sentiment d'urgence en fait qui est souvent induite par les médecins parce qu'ils nous mettent dans le planning opératoire si on doit commencer par l'opération. Aussi, un sentiment d'urgence de la patiente de vite enlever ce sein qui a du cancer. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça par rapport au fait d'être... voilà, moi, je prends mon exemple personnel. J'étais complètement perdue. J'avais rencontré des chirurgiens avant de perdre mon sein. Je savais pas ce que je voulais. Il y a trop au début. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ? Souvent, aussi bien les médecins peuvent donner une notion, une impression d'urgence. Oui. Les patientes ont une impression d'urgence parce qu'elles se disent « j'ai une tumeur, faut aller vite ». Mais en fait, quand même, dans la plupart des cas, on a le temps de se poser, de réfléchir, de voir plusieurs médecins, d'évoquer toutes les possibilités avec différents chirurgiens qui vont pas les expliquer de la même façon, de voir en qui on aura confiance parce que aussi c'est important, je pense, la relation médecin malade et ça joue beaucoup dans les suites en reconstruction parce que vous allez remettre votre corps à ce médecin, à ce chirurgien et il faut avoir donc instauré cette relation pour avancer dans le même sens ensemble et bien comprendre les différentes étapes et ce que chaque intervention pourra apporter par la suite et ce qu'il faut en attendre. Souvent, on met une urgence sur les patientes qui n'est finalement pas réelle et qu'il faudrait peut-être justement baisser un petit peu cette pression et leur dire voilà, vous avez le temps de prendre plusieurs avis, vous avez le temps de réfléchir, pas trop non plus, parce que après ça va dépendre bien sûr de la forme de cancer. Hein. Il y a des cancers, on va pas la repréciser, mais plus ou moins agressifs. Mais c'est important de prendre plusieurs avis si on en a besoin et aussi de redébriefer parfois avec son propre chirurgien. Je vois la patiente, je lui annonce son diagnostic, je lui explique le traitement, les différentes possibilités et je lui dis réfléchissez, on se revoit la semaine prochaine, même si on a une date opératoire dans 2-3 semaines. On a une session de débrief, j'appelle ça, où là, on reprend les différents points et déjà, on voit qu'il y a eu une première digestion des informations et les questions à cette deuxième consultation seront complètement différentes. Mais de toute façon, le fini à plat, donc maintenant, on va faire la différence entre non-reconstruction et reconstruction à plat. Ça peut être fait plus tard aussi, hein, donc après tous les traitements. Donc, est-ce qu'on peut faire la différence entre non-reconstruction et reconstruction à plat ? Je sais pas qui veut. Alors, je vous laisse peut-être commencer pour votre appréciation de ces différences, car pour moi, il y a moins de différences et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'en note quand même une. Je trouve que la démarche n'est pas identique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me heurte quand je suis en consultation à des remarques qui me sont faites en me disant vous n'êtes pas reconstruite. Ça m'est arrivé il y a encore 10 jours avec un rendez-vous de suivi avec mon chirurgien, pas celle qui m'avait vue à l'époque. Et la distinction que je fais, c'est que ce n'est pas une volonté de ma part de ne pas me reconstruire, c'est que j'ai choisi le fini plat parce que c'était la méthode de reconstruction. En fait, aujourd'hui, la difficulté que je rencontre aussi, c'est que dans les 70% de femmes qui sont non reconstruites, eh bien, les femmes qui passent par un fini plat sont englobées dans cette statistique et la démarche psychologique est vraiment différente. Et je le vois en plus au quotidien avec les patientes que je peux suivre. Donc, non-reconstruction, c'est décider de rester après la mastectomie, éventuellement il y a un petit peu plus de peau, c'est pas grave, mais reconstruction à plat, on parle d'une vraie reconstruction. Oui, un geste chirurgical, voilà, quoi. Ouais. Voilà. Caroline, parce que évidemment, tu as déjà raconté ton histoire sur le podcast, mais tout le monde ne l'a pas écouté, est-ce que tu peux juste brièvement rappeler ton histoire? Oui, et ça explique aussi pourquoi j'ai ce point de vue aujourd'hui, c'est que à la première mastectomie que j'ai eue du côté droit,
Il y a eu cette notion d'urgence qui était valable ou pas, mais pour autant, la mastectomie s'est faite sans parler du projet de reconstruction derrière. Et moi, j'ai fait confiance. C'est absolument pas l'étape d'après à laquelle j'avais pu penser. Donc, elle a été faite par la chirurgienne dans l'optique où il y allait y avoir une reconstruction avec volume, sans qu'il y ait un échange entre elle et moi. Et donc, il y a un peu de peau qui a été laissée, puisque pour elle, il était évident que ça allait se remplir. Et tu le savais pas, donc tu t'es réveillée. Je ne le savais pas, donc ce qui est quand même et difficile. En plus, moi, quand je me suis réveillée, que j'ai vu ça, pour moi, c'était la normalité finalement. Enfin, je me suis pas posé de questions puisque je ne connaissais pas le fini plat avant. Quelle était ton impression justement ? Honnêtement, je trouvais pas ça ni beau ni moche. Okay. Enfin, j'étais absolument pas dans cette optique-là. Se passe la suite des traitements, la chimio, la radiothérapie, et là, on commence à envisager la reconstruction. Je n'ai pas de prédisposition génétique, mais il y a un contexte familial avec ma grand-mère, ma mère et donc moi, en 3e génération. Ta mère que tu peux mentionner en même temps, voilà, cancer ma mère en même qui temps. a été diagnostiquée en même temps que moi. Et donc, quand on commence à m'évoquer les différents types de reconstruction, on m'explique que de toute façon, avec le sein, il va falloir potentiellement aussi l'opérer, puisque la symétrie passe mieux du côté du sein qui n'est pas malade plutôt que de celui où on va mettre une prothèse. Donc ça demandait plusieurs opérations auxquelles j'étais pas forcément prête. Suite à ça, je demande une seconde mastectomie par anticipation d'une éventuelle récidive, etc. Bon, il s'avère qu'en plus, lors d'un contrôle, on trouve une lésion suspecte, donc voilà. Cette opération m'est accordée au bout de 6 mois alors qu'elle m'avait été refusée auparavant, sous couvert de non-prédisposition génétique. Mais quand je réfléchis à ces techniques et que je tombe sur un groupe de femmes au Canada qui s'appelle les Flatties. Oui. Je commence à cheminer sur le fait que, effectivement, je vais pas retrouver mon corps d'avant, que j'ai pas forcément besoin d'une poitrine pour me sentir femme. Et donc là, j'envisage ça avec la chirurgienne et je lui demande expressément de me faire un fini plat et de reprendre l'autre cicatrice. Comme ça, t'étais plate, comme ça, j'étais à plat plate des deux côtés. Bon, malheureusement, cette demande a été faite du côté gauche au moment de la seconde mastectomie. La cicatrice n'a pas été reprise à droite. Alors que c'était convenu avant de t'endormir. Alors que c'était convenu avant. Mais voilà, j'ai accepté cette différence. Ma reconstruction finale est passée par le tatouage, puisque maintenant j'ai recouvert le buste d'un tatouage grâce à l'association Sœurs d'encre. Mais vraiment, il y a une démarche qui est bien distincte dans ma tête entre ne pas souhaiter se faire reconstruire et avoir une finition plus esthétique. Alors, j'ai pas du tout envie d'être polémique, mais elle n'a pas respecté... Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Non. Pourquoi elle n'a pas fait ce que tu as demandé ? Ça n'a jamais été... Enfin, à sa décharge, plutôt, je l'ai jamais évoqué. Enfin, je l'ai laissé comme ça. Je crois qu'au bout d'un moment... Tu aurais pu, en fait, avoir encore une intervention. Oui, j'aurais pu avoir une 3e intervention, mais vu que c'est pas du tout quelque chose que j'ai... Enfin, voilà, j'ai des réveils qui sont un peu compliqués avec les anesthésies et tout. Je voulais pas m'imposer ça. Comme tu l'as dit dans la citation au début du podcast, j'ai appris à m'aimer comme ça. Et le tatouage a vraiment n'a pas vocation de cacher ces cicatrices parce qu'elles font partie de moi et de mon parcours. Elles ont plus tendance à les sublimer et à me faire accepter le reflet que je peux avoir dans le miroir quand je me dénude ou à accepter plus ma féminité par rapport à mon conjoint, en l'occurrence, puisque je suis mariée. C'est une forme de reconstruction aussi, en fait. Oui, oui. Je dis toujours que ce tatouage est l'étape finale de ma reconstruction physique. Parce qu'après, la reconstruction psychologique, c'est encore un autre point. On va en parler. Jenny, alors moi je pense que le point de vue de la chirurgie. Voilà, mon point de vue est peut-être légèrement différent. Effectivement, il est un peu plus technique chirurgicale, mais en tout cas, ce que j'entends dans l'histoire de Caroline, c'est que peut-être notre approche de la patiente initialement est légèrement différente. Dès la première consultation, je vais essayer vraiment de lui exposer les différentes possibilités. Pas de reconstruction et parce qu'elle n'est pas sûre, pas de reconstruction parce qu'elle est certaine et du coup on s'approchera autant que possible dès le premier temps d'une reconstruction à plat, ou est-ce qu'elle envisage d'emblée une reconstruction mammaire immédiate avec les différentes techniques. Donc c'est vrai que j'envisage déjà d'emblée ces 3 volets et j'essaye de voir comment s'oriente la patiente et comme je l'ai dit précédemment, j'essaye de
débriefer de cette consultation avec une deuxième consultation où la patiente a pu digérer et voit peut-être un peu plus clair dans la direction dans laquelle elle se projette. Et moi, ça me guide forcément pour mon geste opératoire. Si elle me dit mastectomie sans reconstruction et je suis certaine que je ne voudrais pas de reconstruction, on s'approche du fini le plus plat possible pour qu'elle soit vraiment confortable. Si elle me dit j'hésite, c'est sûr qu'on laissera peut-être un tout petit peu plus d'oppo, mais toujours quand même en visant un fini plat, qu'elle soit pas gênée par des bourrelets, par des excédents cutanés. Tu peux passer derrière avec un expandeur aussi, au cas où, s'il n'y a pas assez de peau, par exemple, pour après. Oui, bien sûr, il y a différentes techniques. Mais tu vas faire quelque chose de joli. Voilà. Toi, tu n'étais pas satisfaite du résultat. Voilà, mais j'essaye déjà de voir un petit peu son orientation. Et sinon, le troisième aspect, c'est la reconstruction mammaire immédiate. Mais du coup, je pense quand on est sur une non-reconstruction, on vise un peu plus la reconstruction à plat d'emblée pour éviter justement ce genre de situation. Et puis, on peut dire quand même qu'il peut y avoir... si elle pense qu'elle va reconstruire et qu'après elle décide d'être là, il peut avoir une reprise chirurgicale. Dans tous les cas, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire que le choix n'est pas définitif. Et Exactement. Ça aussi, je les informe. C'est important, ça. C'est important de savoir toutes les possibilités et de faire le meilleur choix possible en connaissance de cause, en sachant qu'on peut revenir sur chacun de ces choix. Et que des deuxièmes temps sont possibles, aussi bien pour améliorer la reconstruction à plat ou une reconstruction mammaire avec un volume, comme dit Caroline. C'est important parce que le parcours est très sinueux. Même si quand on a le diagnostic, on a l'impression que la trajectoire va être linéaire puisqu'on nous annonce un protocole et tout. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui va faire que ça va être un peu plus brouillon. Et c'est important aussi qu'il y ait cette notion... Oui, le patient peut changer d'avis, même sur une conviction qu'il avait très déterminée à une étape de protocole, que derrière, quelques semaines, quelques mois après, eh bien, son état d'esprit change. Je prends l'exemple d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, qui a eu une mastectomie, qui était amazone, et son but ultime était de retrouver un volume pour retrouver son corps d'avant. En fait, elle était célibataire au moment de ce choix, sauf qu'entre-temps, donc elle a eu une première opération avec une prothèse, mais ça s'est mal passé, il y a eu un rejet, etc. Entre-temps, elle rencontre quelqu'un, et cet homme, par amour, lui dit « Mais moi, je t'aime tel que tu es ». Et aujourd'hui, il y a rétropédalage complet, elle est en train de se dire qu'elle peut rester amazone, avec un volume d'un côté et plate de l'autre, que finalement, cette quête de l'idéal, pour qui elle la faisait. Et lui est en train de lui faire comprendre que, à ses yeux, et elle va pouvoir être aussi belle avec ou sans. Donc voilà, c'est bien de voir que le cheminement peut se faire différemment en fonction de la temporalité dans laquelle on se trouve dans le parcours de soins et le parcours de vie. Bien sûr, la patiente peut changer d'avis à tout moment. Et nous, en tant que chirurgien, on est là pour l'accompagner, quel que soit son choix. Et c'est important qu'elle puisse savoir qu'elle peut changer d'avis. Après, voilà, c'est peut-être ce qui, dans ton histoire, Caroline, te manquait un petit peu. C'est qu'au début, vous n'étiez pas forcément d'accord avec votre chirurgienne. Quand on est d'accord initialement sur la prise en charge et qu'après, on change d'avis, les deux sont dans la même lignée, dans la même réflexion. C'est un changement d'avis, on change d'optique, on change de technique. Voilà, c'est pas l'impression d'avoir pas été écouté dans sa demande et du coup la démarche est complètement différente. Ouais. Caro, je vais te poser la question parce que toi, tu as rencontré quand même pas mal de femmes. On leur a pas proposé ça. Qu'est-ce que tu as envie... Enfin, on leur a pas proposé de non-reconstruction. C'était même pas envisageable pour le chirurgien. Donc, la chance d'être quand même avec quelqu'un qui propose ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça et comment est-ce que tu vois les choses ? On voit une évolution. C'est vrai que de façon minoritaire, on a des chirurgiens aujourd'hui qui s'appliquent à proposer ce geste et à utiliser ce vocabulaire. Ça évolue puisque le guide d'aide à la décision qui a été publié par la HAS, qui évoque toutes les techniques, tout à fait, commence à utiliser le vocabulaire de reconstruction à plat. Donc c'est super. Et moi je le dis souvent, je ne prône pas la reconstruction à plat pour toutes les femmes, je prône le choix de la patiente. Et en l'occurrence, le fait de lui expliquer toutes les techniques avec cette liberté de choix, en levant un peu ses propres croyances, sa propre image de la femme, ses propres techniques aussi, parce que là, typiquement, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais avec une patiente, elle m'appelle, elle me dit voilà, je vais me faire opérer, il y a une reconstruction immédiate.
mais en fait, je comprends pas ce que ça implique, ce que ça veut dire, etc. Donc, je reprends un peu la consultation avec elle et je lui demande, mais je dis, c'est ce que tu veux? Et en fait, elle me dit, on m'a pas laissé le choix. On m'a dit, il y a la mastectomie avec la reconstruction. Mais je lui dis, oui, mais là, il faut que tu comprennes quelle incidence ça va avoir et il faut quand même que tu actes le fait que c'est ce que tu veux aussi avec le chirurgien. Donc, elle m'a dit qu'elle allait reprogrammer une opération, mais voilà, c'est des choses... Reprogrammer une consultation. Une consultation, oui, pardon. Donc, pour reparler, non pas pour forcément remettre en cause ce qui a été proposé, mais au moins pour bien comprendre et être sûr que c'est en adéquation avec ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est vraiment se dire que la patiente a toutes les cartes en main pour avoir un consentement et un pouvoir d'agir sur son parcours de vie. Et ça, c'est super... Je suis d'accord. En tant que chirurgienne, on propose le traitement du cancer qui va passer par la mastectomie. On recommande, en tout cas, le traitement le plus adapté à la patiente. Mais pour la suite, ce qui est reconstruction, non reconstruction, reconstruction à plat, c'est le choix de la patiente. Et ça, elle doit le comprendre et elle doit comprendre les différentes possibilités, comme on l'a évoqué. Et parfois, j'ai certaines femmes qui me disent « Mais si je ne me fais pas reconstruire, je ne serai plus une femme. » Comme si j'allais, moi, leur dire « Oui, effectivement, vous avez raison, donc il faut faire la reconstruction. » Et comme si elles attendaient que moi, je leur impose, en fait, la reconstruction. Et je leur dis « Mais si vous vous définissez comme étant une femme juste parce que vous avez 2 seins, ça me paraît bien réducteur. Je pense que vous avez plein d'autres atouts pour être une femme. » Et des fois, en fait, ça les débloque. Elles se disent, oui, après tout, est-ce que ce sein, j'en ai besoin? Est-ce que j'ai envie d'avoir plusieurs chirurgies pour me reconstruire un sein que je reconnaîtrais pas forcément comme étant le mien? Donc, il faut effectivement débloquer l'aspect psychologique et parfois certaines représentations qui sont intégrées que la femme, c'est forcément 2 seins, des cheveux longs, bon, même si j'ai les cheveux longs, moi j'aime ça. Et une jupe. Et une jupe et des talons, voilà. Il y a plusieurs formes de féminité. On vit toute notre féminité à notre façon, avec le corps qui nous plaît, le corps dans lequel on se sent bien. Et c'est cet objectif qu'il faut viser dans la décision. C'est pas la représentation du chirurgien ou le plaisir à la technique chirurgicale qu'il va pouvoir appliquer sur vous. Et il faut choisir pour son bien, être au clair avec sa décision, être au clair avec son chirurgien pour avancer dans la bonne direction. Oui. Alors évidemment, tout ça, c'est vrai que si on commence par la chirurgie, c'est pas toujours évident. On n'est pas encore... Voilà, en fait, si la chirurgie suit les traitements, on a eu le temps de faire tout un cheminement. Mais c'est vrai que quand on commence par la mastectomie, on n'est pas toujours au clair avec ce qu'on veut vraiment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu as dit qu'on pouvait changer d'avis. Mais oui, c'est ça. C'est pas figé dans le temps. Donc c'est comme toutes les décisions de notre vie. Exactement. Je trouve que c'est chouette que tu abordes en tant que chirurgienne cet aspect-là et que tu en parles en fait avec tes patientes. Voilà, de cette question de féminité, enfin que tu commences à en parler avec elles, soulever des questions. C'est peut-être plus facile parce que tu es une femme, je sais pas. Peut-être. C'est vrai que je pense que ça peut effectivement créer une certaine proximité, notamment, on va dire, alors avec des patientes de tout âge, mais c'est vrai que peut-être avec certaines patientes qui vont avoir un âge assez proche du mien, je pense qu'il va y avoir une certaine connivence, une certaine part, je ne vais pas dire d'amitié, mais en tout cas presque... de sororité. Voilà, de sororité, où du coup chaque conseil, chaque discussion va permettre de plus s'ouvrir à ce qu'elles veulent vraiment et à se dire, si ma chirurgienne qui est jeune, en qui je peux me reconnaître, me dit que si finalement c'est mon choix, je peux aussi choisir de ne pas me faire reconstruire et que je veux une reconstruction à plat, c'est que j'ai le droit de faire ce choix et je ne vais pas être complètement hors norme à choisir de ne pas me faire reconstruire et d'être à plat. Mais d'ailleurs, le pourcentage de femmes qui ne sont pas reconstruites ou reconstruites, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne font pas de reconstruction derrière. C'est ce que je disais tout à l'heure, 70%. C'est 70%. Sauf que dans les 70%, et il y a toutes les tranches d'âge. Aujourd'hui, un cancer du sein, normalement, c'est censé
être plutôt sur les femmes qui ont plus de 65 ans, ce qui n'est pas, enfin voilà, avec les 6000 cas qu'il y a pour les femmes de moins de 40 ans, on rentre pas dans cette statistique malheureusement. Mais évidemment, quand tu rentres dans un certain âge, ton image de soi et de toi, pour le coup, et la féminité que tu veux renvoyer ou que tu veux avoir est pas la même qu'à 25, 30 ans. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi à quelle étape de sa vie on est. Est-ce qu'on est en couple, pas en couple? Est-ce qu'on est divorcé? Est-ce que... Voilà, tout ça, ça compte énormément dans le choix des femmes. Et parfois, elles font des choix finalement toujours dans un idéal d'une nouvelle vie, d'une autre vie qu'elles vont avoir avec des projets de vie. Et puis finalement, tout ça change. Et puis, du coup, leurs décisions vont changer aussi. Moi, aujourd'hui, ma décision, elle est mûrement réfléchie. Mais je peux t'assurer que vu le nombre de remarques que je peux avoir, des fois très maladroites, parfois blessantes, mais voilà, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai un ami avec qui je discutais et très honnêtement m'a dit, mais tu sais, moi, ça serait arrivé à ma femme, elle aurait fait ce choix, je serais partie, j'aurais pas pu rester avec elle. Enfin voilà, ça peut aussi remettre en question le choix de vie que j'ai pu faire. Au contraire, moi, j'ai plutôt l'impression que ça me donne des ailes, mais... Tu peux me parler justement de quelques réflexions comme ça que tu as reçues de médecins ou d'autres personnes? Eh ben, y a mon kiné que je ne vois plus aujourd'hui pour multiples raisons, mais voilà, qui régulièrement, quand il me voyait torse nu, me demandait si j'en avais parlé à mon mari, s'il était d'accord avec ce choix. Sous-entendu, c'est pas possible que votre mari ait pu accepter, que vous ayez accepté cette mutilation, parce qu'il utilisait régulièrement ce mot-là. Voilà, donc j'ai un de mes amis qui m'a demandé comment mon mari fait parce que lui, il n'aurait pas pu. On me pose souvent la question de savoir si je me sens moins femme. Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça? J'ai envie de partager sur le fait que malgré que ce soit un choix pleinement assumé et en accord avec tout ce que je peux avoir comme valeur, c'est quand même très compliqué. Et que c'est un travail que je fais au quotidien pour me dire que je suis encore une femme, une vraie femme. Tout à l'heure, on parlait de représentation. Aujourd'hui, dans le cinéma, dans les arts, dans la publicité, on ne voit pas ce type de physique. Je me souviens, j'ai été très émue l'année dernière à l'occasion d'Octobre Rose, où il y avait une fresque qui avait été faite à mon effigie, torse nu, et donc avec mes cicatrices à plat. Et j'ai une jeune femme qui est venue vers moi et qui m'a dit... Oh, elle a levé son t-shirt devant l'assemblée. Il y avait d'autres personnes autour parce que c'était un événement d'artistes qui réunissait plusieurs artistes. Elle a levé son t-shirt. Elle me dit, mais regarde, elle me dit, moi aussi, je suis à plat et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me ressemble. Ah. Et derrière, je vous laisse imaginer la discussion qu'il y a pu y avoir et voilà. Mais aujourd'hui, moi, je me retrouve pas dans les physiques. Du coup, je peux comprendre évidemment que et les femmes et les hommes aient des difficultés à se projeter dans cette norme que tu évoquais tout à l'heure, Jenny. Pourtant, on est bien à l'heure aujourd'hui où chacun dispose de son corps. Peut même changer d'aspect morphologique, en tout cas de morphologie féminine ou masculine, passer de l'un à l'autre. Alors, je pense que les femmes qui ont un cancer du sein ont largement le droit de choisir d'être reconstruites ou à plat et d'être reconnues en tant que femmes. Encore une fois, c'est pas nos seins qui font de nous des femmes. Alors oui, ça c'est vraiment le point de vue de chacune. Hein. C'est vraiment tellement personnel. Et justement, j'allais demander, c'est pas parce que la non-reconstruction ou la reconstruction à plat ne dispense pas les femmes d'une réappropriation du corps et de leur féminité. On est bien d'accord. Hein. Donc tu dis, tu es encore en chemin. Il y a un gros travail qui a été fait par la photothérapie. J'ai participé à plusieurs projets, ça m'a beaucoup réconciliée. Le tatouage a été ce point final aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'aime ce que je vois dans le miroir. J'ai la chance d'avoir un mari avec qui j'ai pu beaucoup discuter. On s'est réapproprié aussi une façon de faire dans notre sexualité, même si elle est plutôt à zéro en ce moment à cause de l'hormonothérapie, mais quand même, quand il y a des petits élans, il a fallu qu'il réapprenne parce que c'est une partie de mon corps qu'il ne voulait plus toucher au début. Il avait peur, il ne savait pas s'il allait me faire mal, etc. Donc, on s'est réapproprié des gestes ensemble pour réexplorer cette zone. En plus, c'était une zone à laquelle j'étais très sensible et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, il faut aussi qu'on réapprenne à faire différemment. Dans le choix des vêtements aussi,
Oui, on en avait parlé avant. Ouais. Et puis, dans cette féminisation que je peux faire aussi par le maquillage, les accessoires, qui aujourd'hui me permettent aussi de m'affirmer. J'ai besoin de ça aujourd'hui c'est peut-être pas bien, mais j'ai besoin de ça aujourd'hui pour m'affirmer femme et... Pourquoi tu dis que c'est pas bien? Non, parce que ça reste des artifices. Mais oui, mais bon, le maquillage, c'est important. Et de manière anecdotique aussi, depuis que je suis à plat, j'ai beaucoup de mal à entendre quand on m'appelle monsieur dans la rue. Ça arrive régulièrement, vu que j'ai les cheveux courts, surtout en été, avec le t-shirt, comme je peux être un peu... parfois masculine dans ma façon de m'habiller, et ben ça me heurte beaucoup plus profondément quand on m'appelle monsieur, de manière très rapide, et qu'après les personnes se reprennent, mais je peux être facilement blessée par ce genre de choses, alors que ça peut paraître anecdotique. Quel que soit, je pense, le choix, reconstruction à plat, il y a un vrai cheminement d'acceptation de son corps, de réappropriation et de rééducation du couple, de se réapprendre à se connaître et peut-être à développer d'autres astuces intimes et sexuelles, parce que forcément, les sensations, même en cas de reconstruction, sont perdues sur le sein quand il y a une mastectomie. Donc, dans tous les cas, il y a des efforts de réappropriation à faire. Voilà, j'aimerais vous poser une question parce que je vois sur les réseaux, d'abord plein d'initiatives aux États-Unis qui sont magnifiques. Il y a le Flat Day, il y a les Flatties, il y a des initiatives aussi en France. Parfois, il y a une petite pointe de militantisme. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Et aussi, il y a parfois des personnes qui parlent du patriarcat. En fait, on reconstruit pour soi. Et qu'est-ce que tu comprends derrière ces mouvements? Effectivement, il y a un côté qui peut paraître très militant, avec des revendications qui, pour moi, ne sont pas le cœur du problème. C'est vraiment la patiente qui doit savoir pourquoi elle le fait, pour qui, et j'espère pour elle, sans prendre en compte toutes les injonctions qu'elle va pouvoir avoir autour d'elle. Et je le répète, je ne suis pas pro méthode plus qu'une autre, je suis pour le choix de la patiente. Et je ressens aussi parfois dans certaines publications ou certaines vidéos que je peux voir sur les réseaux sociaux, ce côté un peu agressif, avec revendication, qui fait que je me retrouve pas moi dans ce discours-là. C'est peut-être dû aussi à certaines remarques que ces personnes ont reçues. Tout à fait. Il y a des réactions qui peuvent s'expliquer par les parcours, évidemment. Moi, aujourd'hui, j'en suis pas là. Enfin, voilà, essayer d'avoir un peu de lâcher prise sur, même si elles peuvent être blessantes ou, comme je dis, maladroites, elles sont jamais faites, finalement, pour culpabiliser ou remettre en cause, finalement, sauf certaines personnes, quand même, mais voilà, non, majoritairement, c'est vraiment, ça questionne un peu les gens qui sont autour de soi parce qu'on rentre pas dans le moule. C'est l'inconnu pour eux aussi. Donc tout ce qui est inconnu peut être aussi un petit peu terrifiant ou anecdotique. Les gens s'interrogent. C'est une curiosité qui parfois peut être mal exprimée. En tout cas, peut-être que leur question est mal tournée avec indélicatesse, mais finalement plus par curiosité de comprendre. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est que c'est pas un choix de militante. Il faut d'abord choisir pour soi comment on se sent bien, comment on envisage son futur, comme finalement Caroline l'a fait, alors en plusieurs étapes, mais c'est de faire le point avec soi-même. Qu'est-ce que je veux pour moi et comment je serai bien, ou en tout cas le mieux pour avancer. Et c'est ça la vraie question, plus que toutes les dimensions qu'on pourrait apporter à ce choix qui finalement n'est que personnel. Moi, j'ai une petite question, plutôt d'un point de vue médical, dans le cadre donc à plat des deux côtés ou à plat d'un côté, des problèmes de dos ou un déséquilibre. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'un point de vue médical par rapport à ça? Alors, est-ce qu'il t'arrive de faire peut-être alors s'il y avait un gros sein d'un côté, de faire peut-être une réduction pour qu'il y ait moins de déséquilibre? Voilà, d'un point de vue médical, il faut prendre la patiente dans sa globalité. Donc, c'est sûr que une patiente qui va avoir un très gros sein en contralatéral, si on lui fait une mastectomie et qu'elle s'oriente vers la reconstruction à plat, donc pas de reconstruction de volume, je vais lui proposer à ce moment-là, dans le même temps opératoire, encore une fois, pour lui éviter un temps opératoire supplémentaire et un inconfort supplémentaire, de faire la réduction mammaire contralatérale, parce que c'est vrai que
En fonction du poids du sein restant, il peut y avoir une instabilité, des douleurs dorsales qui seront liées à la symétrie de poids. Et il y a des patientes aussi qui ne vont pas tolérer tout ce qui est prothèse mammaire externe, qui vont trouver ça très inconfortable, et finalement aussi de s'orienter vers des prothèses mammaires externes de poids inférieur en ayant réduit le sein contralatéral ne seront que plus confortables. Mais après, encore une fois, c'est encore une histoire de choix. C'est est-ce que la patiente veut garder son sein sain tant que tel et ne pas y toucher parce qu'elle s'y reconnaît aussi en féminité, elle se reconnaît dans ce corps avec un sein, on va dire, normal, même si voilà, il n'y a pas de normalité, et un sein où il y a eu une mastectomie. Soit elle se dit, je veux viser un confort tout en gardant quand même un sein parce que pour moi, c'est important, donc ça sera la réduction. Et puis dans un certain nombre de cas, comme Caroline, si la question de la mastectomie contralatérale se pose, eh bien, est-ce qu'il y a une indication et est-ce que la patiente sera mieux comme ça? Et c'est une discussion avec sa chirurgienne ou son chirurgien. Je rebondis sur ce que Jenny a dit. Effectivement, quand je me suis retrouvée à Amazon, on n'a pas du tout évoqué le fait que j'avais une poitrine qui était quand même assez importante. Et ce déséquilibre, pendant quasiment 1 an, m'a provoqué quand même pas mal de soucis au niveau des cervicales, des choses comme ça, parce que je me suis enroulée sur moi-même, j'ai compensé avec une posture, etc. Et quand on a fait la 2e mastectomie, il y a eu une libération pour moi, un peu comme pour les femmes, je pense que vous connaissez ça, les 3 petites secondes là quand on enlève le soutien-gorge le soir après qu'on ait passé la journée dedans, et ben moi je le vis au quotidien. Ah mais c'est bien, c'est bien. Écoutez, je vois que ça fait 45 minutes qu'on enregistre, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Bon, la petite question piège, un message pour les femmes par rapport à la non-reconstruction, la reconstruction à plat. Est-ce que vous avez envie de faire passer un petit message? On peut avoir un petit temps de pause. Hein. En plus, on vient de recevoir un petit verre de champagne de Krishna, donc voilà, on peut en profiter. Mais faut peut-être parler avant de boire le champagne. Bêtise. Non, mais moi, je pense que le message essentiel, c'est de faire le choix pour soi-même. C'est vraiment ça qui est primordial. D'avoir des chirurgiens qui vous informent, ne pas hésiter à prendre plusieurs avis, enlever cette notion d'urgence, même s'il y a une relative urgence, mais qui peut prendre le temps de s'informer, de digérer, de faire le bon choix pour soi, en sachant que quel que soit notre choix, il ne sera pas définitif et qu'on peut aussi toujours revenir en arrière. Voilà. Magnifique. Et toi, Caroline? Ben, écoute, c'est exactement les mots que j'allais prononcer, donc merci Jenny, parce que si je pouvais avoir des discours comme le tien plus souvent, et si je pouvais avoir des patientes qui rencontrent des praticiens, des professionnels de santé qui sont dans cette optique-là, ça enlèverait beaucoup de doutes, beaucoup de peur et un peu plus de sérénité. Donc voilà, vraiment, c'est prendre le temps et oser aller challenger un 2e avis si on sent qu'il n'y a pas de contrat de confiance ou qu'on ne comprend pas bien ce qu'on nous dit. De ne pas se lancer dans un traitement ou un protocole qui fait qu'on va pas se sentir à l'aise. Parce que ça va aussi jouer sur toute la période de rétablissement derrière. On sait que l'après-cancer est vraiment une période qui est très compliquée, donc cette reconstruction, elle est liée à cette période-là aussi. Donc si on peut l'adoucir avec une solution qui est prise de plein accord entre le chirurgien et la patiente, eh ben, c'est fantastique. Et un mot pour toutes les femmes. Féminité, reconstruction à plat. Empowerment. Magnifique. Merci à toutes les deux. Merci. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet
cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.